Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Bonjour, vous avez choisi? Pour moi, le vent blanc. Un vent blond. Le vent blanc? Un vent blond, un vent blond, c'est quoi? C'est un cocktail? Le vent blanc. Le vent rouge. Le vent blanc. Ah, un vin blanc. Un vin blanc. Ok, non, parce que j'avais compris. Ok, très bien. Un vin blanc. Et pour vous? Un jus de fruit. Une joue de fruit. Orange. Jus de fruit? Ah, un jus de fruits à l'orange. Ok. Un vin blanc, un jus de fruits à l'orange, ça marche. Pour ne plus vivre cette situation très désagréable, je vais vous partager mes meilleurs conseils pour enfin mieux comprendre le français parlé de la vie de tous les jours. Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. D'ailleurs, vous pouvez gratuitement télécharger mon guide de prononciation française en cliquant sur le lien en description pour améliorer votre prononciation en français, mais qui vous aidera également à améliorer votre écoute. Et maintenant, c'est parti pour 1 heure de masterclass. Alors, quand je dis que les Français ne vous comprennent pas, on va nuancer un petit peu ça. Personnellement, si j'ai une conversation avec quelqu'un qui apprend le français, mais qui hésite un peu, fait des erreurs de prononciation, qui cherche ses mots, etc., je vais être un peu patiente et faire des efforts pour comprendre la personne. Mais ça, c'est dans une situation où on a le temps. On prend un café, on discute, etc. On n'est pas pressé. Être pressé, c'est une expression qui veut dire qu'on n'a pas le temps, qu'on doit se dépêcher de faire les choses. Et dans la vie, il y a des situations où on est pressé. Les gens qui sont les plus pressés dans leur travail, souvent ce sont les serveurs au restaurant, les caissiers au supermarché, les vendeurs à la boulangerie, bref, les gens qui ont beaucoup de clients et qui ne peuvent pas prendre le temps pour chaque personne. C'est donc les personnes qui ont un peu moins de temps pour faire des efforts pour comprendre les étrangers. Alors bien évidemment, je généralise, il y a des personnes qui vont faire l'effort de vous comprendre, mais c'est généralement dans ces situations qu'on vous comprendra le moins bien. Mais pourquoi? Vous faites des efforts pour parler français, vous apprenez la langue depuis longtemps, et pourtant, les Français ne vous comprennent pas. Est-ce qu'ils le feraient pas un petit peu exprès? Est-ce que les Français sont si arrogants qu'ils ne veulent faire aucun effort pour vous comprendre? Personnellement, je ne crois pas. Depuis tout petit, vous apprenez votre langue maternelle, votre propre langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'arabe, le chinois, etc. Vous apprenez des sons, vous apprenez du vocabulaire, vous apprenez des règles de grammaire, mais vous apprenez aussi à écouter et reconnaître les caractéristiques phonétiques de votre langue. Et souvent, quand on apprend une autre langue, on a tendance à apporter quelques-unes de ces caractéristiques dans la langue qu'on apprend. On peut appeler ça avoir un accent. Imaginez un Français qui parle anglais. Il va parfois se tromper sur la place de l'accent tonique sur certains mots. Et en anglais, c'est très important. Par exemple, si je dis intensity, vous allez me dire non, c'est faux, c'est intensity. Et dans certains cas, si l'accent tonique est placé au mauvais endroit, vous n'allez peut-être même pas comprendre ce que la personne essaye de dire. Ça m'est arrivé il y a quelques jours avec une amie espagnole, j'ai dit le mot ácido et elle m'a regardé un petit peu étrangement et elle m'a dit ácido, ah, ácido. Pour moi, qui ai une oreille française, c'est quelque chose que je trouve assez étrange. J'ai du mal à comprendre qu'un mot soit incompréhensible juste parce que l'accent tonique n'est pas au bon endroit. J'ai l'impression que c'est une toute petite erreur, mais j'imagine que vous ne pensez pas la même chose. Et en français, c'est aussi le cas. Il y a des petites erreurs qui rendent la compréhension un peu plus difficile. La première, c'est de se tromper avec le son des voyelles.
L'exemple que je donne souvent, c'est celui des anglophones qui disent souvent « j'adore » au lieu de « j'adore ». Si vous prononcez mal le « a » dans « adore », on comprend « je dors ». Ah! Par exemple, si vous dites « je dors la nuit », est-ce que c'est « j'adore la nuit »,« je dors la nuit » On ne sait pas. J'ai déjà fait une vidéo sur la prononciation des voyelles en français, je vous laisse le lien juste ici, vous pouvez aller la regarder. La seconde erreur, c'est de se tromper avec le son des voyelles nasales. En français, on a beaucoup de petits mots d'une seule syllabe, et si on change le son de la voyelle, ça devient un autre mot qui a un autre sens. Dans le sketch du début de la vidéo, j'ai utilisé l'exemple des mots vin et vent et blanc et blond. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Par exemple, le pont, le pan, le pain, la fin, le fan, le fond, un, en, on, etc., etc. Bien sûr, selon le contexte, on vous comprendra même si vous vous trompez, mais c'est toujours mieux de maîtriser ces sons-là. Dans mon cours de prononciation, vous trouverez d'ailleurs des exercices pour arrêter de les confondre. Je dis ça, je dis rien. Enfin, une des dernières erreurs, si on peut appeler ça comme ça, c'est de prononcer les mots de la même manière qu'on les prononce dans sa langue maternelle. Le français a beaucoup de mots en commun avec l'anglais et d'autres langues latines. Par exemple, attention, attention, remarquable, remarkable, patient, patient. Et vous voyez que même si l'orthographe est la même, la prononciation est complètement différente. C'est pour ça qu'il faut connaître les règles de prononciation de la langue que vous apprenez. Imaginez que vous visitiez Paris et vous demandez à quelqu'un « Où est la tour Eiffel ?» La personne vous répondra sûrement « Eiffel, Eiffel. La tour Eiffel, je connais pas, désolée. » La tour Eiffel, comme ça. Ah, la tour Eiffel, c'est par là. Il y a quand même de fortes chances que la personne vous comprenne parce que la tour qu'on visite en général à Paris, c'est toujours la même. On a vu pourquoi les Français ont parfois du mal à vous comprendre et maintenant on va retourner la situation. Et je vais vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez comprendre les Français qui parlent vite. Le français, c'est une langue très stricte à l'écrit. On a beaucoup de règles de grammaire et une orthographe un peu spéciale à respecter. Mais à l'oral, le français devient un peu plus souple et suit un petit peu moins les règles. Donc, si vous avez appris le français uniquement grâce aux livres ou bien à l'école, je suis sûre que vous avez parfois un peu de mal à comprendre le français qu'on parle dans la vie de tous les jours. Mais ça, c'était avant que vous regardiez cette vidéo. Il y a beaucoup de différences entre le français oral, le français qu'on parle dans la vie de tous les jours, et le français écrit qui est plus formel et réservé à des communications officielles. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons qui vous empêchent de comprendre facilement le français parlé. La première raison, les contractions orales. Les Français adorent contracter les mots quand ils parlent, donc c'est un peu plus difficile de les comprendre parce que la langue est moins articulée. Mais heureusement, c'est pas si compliqué. Et d'ailleurs, si la prononciation du français en général c'est un petit peu compliqué pour vous, j'ai un e-book en description que vous pouvez télécharger gratuitement. Une des contractions les plus courantes, c'est celle du pronom je. On va rarement prononcer le son E du mot je, mais on va le contracter avec le verbe ou le mot qui le suit. Par exemple, je dois partir devient je dois partir. Je le vois devient je le vois. Je mange devient je mange. Et devant les mots qui commencent par le son f, que, pe, se ou te, on va prononcer le son ch au lieu du son je. Par exemple, je fais la cuisine devient
je fais la cuisine. Je crois bien devient je crois bien. Je passe demain devient je passe demain. Je suis là devient je suis là. Je te dis devient je te dis. Et on va s'intéresser maintenant au pronom il qui est lui aussi très souvent contracté à l'oral. Devant une consonne, on va rarement prononcer le son L du mot il, on va simplement prononcer I, ce qui va donner il vient, il vient, il y en a, il y en a. Mais devant une voyelle, ce n'est pas le cas. On fait bien la liaison avec le L. Par exemple, il arrive ou bien il ouvre. Mais alors, comment ça se passe au pluriel? Avec le pronom il avec un S. Eh bien, à l'oral, on va pas prononcer le L, on va pas prononcer le son L, mais on va garder le S pour faire une liaison. Ça va être un peu plus simple quand vous allez voir les exemples. On va donc avoir ils arrivent qui devient ils arrivent, ils ouvrent qui devient ils ouvrent. Et en français, on contracte pas seulement des pronoms, mais on va aussi contracter des mots entiers. Ce sont souvent des mots qu'on utilise très souvent au quotidien. À l'oral, peut-être devient peut-être, parce que devient parce que, enfin devient fin, maintenant devient maintenant, tout à l'heure devient tout à l'heure, tout de suite devient tout de suite. Et maintenant que vous savez tout ça, petit exercice. Prenez un papier et un crayon et essayez d'écrire la phrase que je vais dire en français parlé. Je passe maintenant ou tout à l'heure? Enfin, il faut que tu me dises parce que je dois peut-être partir plus tôt. Je passe maintenant ou tout à l'heure? Enfin, il faut que tu me dises parce que je dois peut-être partir plus tôt. Je passe maintenant ou tout à l'heure? Enfin, il faut que tu me dises parce que je dois peut-être partir plus tôt. À l'oral, j'ai beaucoup contracté tous ces mots. J'ai dit je passe maintenant ou tout à l'heure. Enfin, il faut que tu me dises parce que je dois peut-être partir plus tôt. Et à l'écrit, on écrirait ça. Je passe maintenant ou tout à l'heure. Enfin, il faut que tu me dises parce que je dois peut-être partir plus tôt. Alors attention, je ne dis pas que vous devez vous aussi faire la même chose et faire des contractions quand vous parlez à l'oral en français. C'est vraiment libre à vous de décider est-ce que vous vous sentez à l'aise ou pas. Au début, ça paraîtra peut-être un peu bizarre et ensuite ça viendra plus naturellement. Mais de toute façon, il faut apprendre les règles de base pour ensuite comprendre les modifications que les locuteurs natifs se permettent de faire. Une autre différence entre le français oral et le français écrit, c'est l'utilisation des apocopes. C'est ce qui rend la compréhension un peu difficile parfois. Mais une apocope, c'est quoi? Une apocope, c'est un mot qu'on a raccourci. Et ça n'existe pas seulement en français d'ailleurs, mais dans énormément de langues. On dit par exemple maillot pour mayonnaise, prof pour professeur, kilo pour kilogramme, etc. Et il n'y a pas vraiment de règles en ce qui concerne le choix des mots qu'on peut raccourcir ou non. Ça fonctionne avec certains mots et avec d'autres, non. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Le point commun que ces mots ont, c'est qu'au départ, ils ont quand même au minimum 3 syllabes et que ce sont des mots assez courants qu'on utilise tous les jours. Et comme aujourd'hui, tout doit aller très vite, on raccourcit aussi les mots. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais vous donner 3 secondes pour essayer de deviner de quels mots proviennent ces apocopes. Dac. D'accord. L'orga. L'organisation. La compta. La comptabilité. Une manif. Une manifestation. Une cata.
Une catastrophe. Un appart. Un appartement. Le ciné. Le cinéma. Le resto. Le restaurant. La troisième difficulté de compréhension du français parlé, c'est l'utilisation des mots d'argot. Les mots d'argot, ce sont des mots synonymes de mots de français courant, mais qu'on utilise dans un contexte très familier. En famille ou entre amis, dans un cercle social où on peut utiliser un langage très décontracté. C'est pas le genre de langage qu'on s'attend à entendre de la part d'un politicien, par exemple. Et il y a quelques années, on a même eu un petit scandale quand Emmanuel Macron, l'actuel président de la République en France, a utilisé cette phrase. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Il a dit un pognon de dingue, qui est une expression très familière. Le pognon, ça veut dire l'argent. Et dingue, ça veut dire fou. Un pognon de dingue, ça veut dire une quantité folle d'argent. Donc, selon la situation où vous vous trouvez, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont utiliser des mots d'argot. C'est très courant et il y en a beaucoup. Et je vais vous donner quelques-uns des plus courants. En argot, le travail, c'est le boulot. Un ami, c'est un pote. Un homme, c'est un gars. Un policier, c'est un flic. Une voiture, c'est une caisse. Des vêtements, c'est des fringues. Et il y en a encore énormément. Je vous laisse en lien ici d'ailleurs une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Mon ami Léo, qui est portugais, a lui aussi appris le français et il a maintenant un très bon niveau. Si vous voulez atteindre le même niveau d'aisance que lui, il a quelques conseils à vous partager. D'ailleurs, l'un de ces conseils, c'est de pratiquer la prononciation. Donc, n'oubliez pas de télécharger le guide gratuit de prononciation. Le lien est dans la description. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais sur ta chaîne? Je m'appelle Leonardo, Léonard en français, Léo, plus court, plus facile. Léo aussi, c'est un prénom français. Et ma chaîne, c'est un peu la même chose que tu fais ici sur YouTube, mais moins professionnel. Ma montage vidéo, c'est... Mais oui, c'est un peu la même chose. Je parle en portugais lentement, portugais lent, bien prononcé, et je raconte des choses sur le Portugal. Je parle beaucoup avec les mains aussi. Et je raconte des choses sur le Portugal, je parle d'histoire du Portugal, je parle de culture portugaise, je fais quelques vlogs aussi. C'est la même chose que tu fais, mais pour le portugais européen. Comme on l'a dit, tu parles français. Et quelles autres langues tu parles? Alors, je parle français, plus ou moins. Ça va. C'est ma 5e langue. Comment est-ce qu'on dit ça? De naissance. Je voulais dire in the order from the one I speak. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre, la langue que je parle le mieux et jusqu'à laquelle je parle le moins bien. Portugais, c'est ma langue maternelle. Après l'anglais, parce que je suis grandi aussi avec l'anglais à travers la télévision et la musique et tout ça. 3e, l'espagnol, c'est aussi comme l'anglais où j'ai toujours parlé espagnol, même si pas au niveau de langue maternelle comme le portugais. Et après, on a l'italien que j'ai appris quand j'ai déménagé en Italie. J'ai vécu là pour 1 an. Erasmus, l'échange en Europe, l'échange universitaire européen. Et le français, ma 5e langue que j'avais appris avant. C'était du coup ma 4e à l'école. J'ai recommencé à apprendre depuis 1 an et demi, plus ou moins. D'accord. Depuis le début ça fait pas si longtemps en fait. C'est tout le temps la même âge que ma chaîne YouTube. Mon français et ma chaîne YouTube sont mes petits bébés. 1 an et demi chacun. Ça grandit. Ouais. C'est ce que j'allais te demander justement, depuis combien de temps tu apprends le français
Et surtout, pourquoi? Parce que je trouve que c'est important, en général, de savoir pourquoi on apprend une langue, parce que ça permet de rester motivé sur la durée. Toi, c'était quoi ta motivation? C'était, j'ai pas dit, ma 6e langue, l'allemand. Ah, ok, pardon. Je parle vraiment mal, mais ouais. Okay. Ça compte presque ça pas. Compte mais quand même. Le français, je l'ai appris pour 3 ans à l'école, presque rien. Et j'ai commencé, quand la pandémie a commencé, je travaillais comme guide touristique. Quand la pandémie est arrivée, quand le Covid est arrivé, j'ai perdu mon travail parce qu'il n'y avait pas de tourisme. Mais j'avais quand même des épargnes, on le dit comme ça, n'est-ce pas? J'avais quand même des économies. J'avais mis de l'argent de côté, tu peux dire aussi, ouais. Donc quand quand le Covid est arrivé, j'ai perdu mon travail parce qu'on n'avait pas de tourisme. Mais j'avais quand même mis de l'argent de côté, donc j'ai pensé ça va durer quelques semaines, quelques mois. On pensait tous à l'époque. Ça va durer quelques semaines, quelques mois, donc je peux attendre. Et pour pas, je connais pas ce mot-là. Pour pas waste my time. Pour pas gaspiller, pour pas perdre mon temps en fait. Oui, pour pas perdre mon temps, pour profiter bien du temps que je vais rester à la maison sans rien faire. Je vais, pourquoi pas améliorer mon français? Parce que c'est une langue qui est très similaire. C'est une langue de la même famille des autres langues que je parle, le portugais, espagnol, l'italien. L'italien surtout sont très similaires, le français et l'italien. Et donc je suis sûr que si je m'y mets, je fais un effort, je cherche bien d'améliorer mon français, je peux vite arriver à parler bien le français. Et donc ça, je crois que ça c'est motivation, suffisamment de motivation. Si tu peux t'imaginer comment ça va être quand tu arrives au niveau que tu veux, comment ça va être, et tu aimes ça. Donc, ce que tu imagines, c'est une chose que tu aimes. Pouvoir être avec des francophones et parler avec eux et parler naturellement, même si je fais des fautes, même si j'ai un accent et même si des fois je mispronounce certains mots. Je prononce mal. Certains mots. J'avais déjà cette expérience de parler une langue étrangère si bien que les natifs te traitent différemment, comme si tu étais un d'eux. Ils te parlent sans faire d'efforts pour que tu les comprennes. Je savais déjà comment ça c'est. Quand tu sais ça, tu peux imaginer ça, tu peux bien voir ton objectif. Ça te donne beaucoup de motivation, je trouve. C'est un petit peu des techniques de visualisation aussi, en fait, de te projeter et de te dire quand je serai capable d'avoir une conversation, ce sera vraiment cool, quoi. Et ça, c'est nécessaire parce qu'au début, même si tu stai dei mesi. Tu passes des mois. Oui, même si tu passes des mois à étudier. Et après des mois, en apprenant la langue, tu parles avec quelqu'un et tu comprends presque rien, même si c'est dur ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette motivation et visualiser, comme tu disais, le but. Donc la dernière fois qu'on avait discuté des langues et tout ça, tu m'avais expliqué que tu étais quelqu'un de très organisé. Est-ce que c'est le cas aussi dans ta façon d'apprendre des langues? Est-ce que tu as une méthode particulière que tu respectes, une bonne organisation? Oui, je crois que j'ai une méthode. Je suis très organisé dans la façon. Une routine aussi? Une routine, plutôt que ça, une stratégie quand je commence. Une stratégie que j'adapte au fur et à mesure de l'apprentissage, parce que notre façon d'étudier une langue quand on est au début, ça peut pas être la même façon quand on est à un niveau un peu plus intermédiaire. Donc, mais oui, c'est vrai que je suis organisé, je suis un peu perfectionniste aussi, j'aime bien avoir les choses à leur place et tout ça. Mais je crois que mon organisation. Merci. Mon organisation au moment d'apprendre les langues, ça vient aussi de mon expérience. Pas seulement du fait que je suis organisé naturellement. Parce que je sais maintenant quel pas suivre pour plus vite arriver loin avec une langue. Donc, si vous voulez quel conseil, si tu décides de faire quelque chose, et au début, c'est intéressant, ça t'intéresse, tu fais soit que tu études des mots isolés, ou soit que tu commences à écrire, tu fais quelque chose, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, ça commence à devenir une tâche trop lourde, que tu fais pas,
Parce que c'est pas fun en fait. Parce que c'est pas fun, oui. C'est mieux de changer que d'insister. Ouais. Parce que si tu cherches d'insister, tu vas pas le faire. Tu vas commencer à manquer 1-2 jours. Ça devient 3-4 jours. Quelques semaines plus tard, tu fais français 1 fois par semaine. Donc c'est mieux si tu vois que tu es en train de t'ennuyer. De t'ennuyer avec le français, avec la chose que tu es en train de faire pour le français, tu changes. Ouais. C'est pas le français qui est ennuyant, c'est la méthode que tu es en train d'utiliser. Tu vois, c'est pas que je suis organisé, mais j'ai déjà de l'expérience qui me permet de... Et tu sais ce qui fonctionne pour toi, en fait. Oui, et je sais... Pas forcément pour tout le monde de la même manière. Et je sais remarquer quand est-ce quelque chose arrête de fonctionner pour moi et est en train de devenir ennuyant pour moi, et je change. Ouais. Pour donner des exemples plus concrets, au début, je l'ai fait avec le français, j'ai cherché la liste des 1000 mots les plus utilisés. Au début, j'avais ça et chaque jour, j'écrivais 10 mots français, portugais ou français, italien. J'ai cherché d'utiliser la langue la plus proche au mot. Au bout de 2 semaines, en faisant ça, c'était plus intéressant pour moi. Donc, j'ai commencé à changer la méthode. J'ai écouté des podcasts et tout ça. J'ai commencé à parler à voix haute avec moi-même. Et ça, je le fais encore. C'est pas... Moi aussi. Toi aussi. Oui, on est des fous. Quand on est tout seul. Quand je suis seul chez moi, je fais ça. Je décris ce que je suis en train de faire en français. Ou je pense à voix haute en français. J'écris aussi. Je prends mes notes. Prendre des notes Ouais, tu prends des notes. Oui, ou je prends mes notes en français aussi. Ouais, mais ça, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner. Se parler à soi-même, ça fait vraiment pratiquer la langue sans que personne juge en même temps. Et on peut prendre plus le temps de réfléchir, de s'arrêter, regarder Google Traduction pour trouver le mot. J'ai toujours mon téléphone en main. Et oui, et c'est vrai que justement, parler tout seul, ça aide à surmonter cette peur de juste parler, en fait, de juste prononcer au début, c'est bon. Une autre langue. Mais on doit aller après au pas suivant qui est parler avec des personnes. Avec des vraies personnes. Ça, tu m'avais demandé si je suis organisé. On a déjà passé ça et on part stratégie. Une autre stratégie que je trouve c'est important, ça dépend aussi du budget. Du budget. Les mots français pris de l'anglais. Tu as une vidéo sur ça? J'en ai fait. Tu as mis le mot budget? Oui, et souvent c'est des mots qui font des allers-retours en fait. C'est intéressant parce que je crois que budget... Alors, peut-être que je dis une bêtise, mais ça vient du mot bourse, qui est français, qui est parti en Angleterre, qui a été un peu transformé, ensuite qui est revenu. Ça se passe beaucoup. Voilà. Parlons de stratégie. Une chose ça dépend du budget. Si vous avez de l'argent, payez un prof privé. Si vous n'avez pas, cherchez quelqu'un qui parle le français, qui veut apprendre votre langue, et faites un échange linguistique. Moi, je fais ça maintenant. Je le fais depuis quelques mois. Ça aide beaucoup, avoir quelqu'un qui te corrige son sujet et qui est là pour ça. Et ça donne de la motivation pour continuer. Parce que si tu dois voir cette personne chaque semaine ou 2 fois par mois, même si tu as rien fait cette semaine, au moins ça tu vas faire. Et normalement, parce que tu vois, c'est quelqu'un qui va demander, alors parlons français, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, Baba? Ça va déjà te donner un peu de motivation, un peu de quel est le mot? Un peu de honte si tu as rien fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu de pression. Un peu de pression, oui. Donc ça, c'est déjà bon pour. Pour avoir quelqu'un en fait qui t'accompagne un petit peu dans cette aventure entre guillemets. Et si vous pouvez payer un prof, c'est bon parce que c'est son boulot, c'est son travail. Cette personne doit vous aider. Mais si vous ne pouvez pas, chercher quelqu'un de sérieux, même si ça vous prend un peu plus de temps, de trouver la personne juste. Je trouve que trouver la personne juste qui a les mêmes intérêts, pas les mêmes intérêts, les mêmes objectifs que vous dans le champ de l'apprentissage de langue,
Donc, trouver quelqu'un qui est aussi sérieux, qui a ça aide beaucoup. Les mêmes objectifs. Ouais. Et justement, moi, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et que j'ai lue plusieurs fois dans les commentaires, c'est comment trouver un partenaire d'échange. Toi, par exemple, comment t'as fait? Alors moi, c'est pas un bon exemple parce que j'ai ma chaîne. Ah, donc ok. on m'a contacté parce que dans une vidéo, ma dernière vidéo de 2020, j'ai expliqué quelles étaient les langues que je parlais, quelles étaient les langues que j'étais en train d'améliorer. Et la personne avec qui je fais mon échange m'a écrit « Ah, j'ai vu la vidéo. » Si tu veux. Mais si vous avez pas une chaîne YouTube avec des milliers d'abonnés, beaucoup de personnes. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur des groupes Facebook, par exemple. Cherchez soit dans votre ville. Aujourd'hui, avec Internet, ça ne doit pas être forcément quelqu'un qui habite dans votre ville. Oui, en fait, ça peut être n'importe où. Donc, cherchez. Ou, si vous cherchez, par exemple, vous êtes portugais et vous voulez apprendre le français, vous êtes à Lisbonne, vous allez sur Facebook, français à Lisbonne, francophone à Lisbonne, français au Portugal. Il y a énormément de groupes. Et pour tous les pays, ça fonctionne. Pour tous les pays, pour toutes les langues. Donc, et là, vous allez trouver des francophones qui sont dans votre pays. Donc, sûrement, ils veulent apprendre votre langue. Donc, vous pouvez trouver quelqu'un et proposer de faire un échange. Ouais. Et il y a beaucoup de gens. Donc, groupe Facebook pour échange de langue et groupe Facebook de francophones, parce qu'on parle du français, francophones dans votre pays ou votre ville. Ouais, c'est ce qui fonctionnera le mieux. Moi, quand j'habitais à Paris, j'avais fait ça pour l'allemand. Ça n'avait pas duré parce que, pareil, j'étais pas assez sérieuse avec l'allemand à ce moment-là. Mais voilà, les Allemands à Paris ou quelque chose comme ça, et ça avait fonctionné, j'avais trouvé quelqu'un. Ouais. Moi, un des sujets dont j'aime beaucoup parler sur ma chaîne, c'est les expressions et les mots d'argot en français, le verlan, tout ça. Parfois, alors j'ai lu des commentaires de personnes qui me disaient « Oui, mais ça, c'est un niveau trop avancé ou même un peu inutile pour quelqu'un qui apprend. » Est-ce que tu trouves que c'est le cas ou pas? Non, je trouve pas que ça soit inutile parce que c'est comme les gens parlent. Ça, oui, en fait, c'est ça, c'est des mots de tous les jours. Ouais. Quoi. On avait dit au début que une des choses que je fais je crois que c'est bon à faire pour maintenir la motivation, c'est d'imaginer notre but, comment ça va être quand on arrive à la place où on veut arriver avec la langue. Donc, ça dépend toujours de nos objectifs. Mais si c'est le cas pour vous, comme c'est pour moi, que je veux apprendre le français pour parler avec les francophones et pas les francophones du 19e siècle, les francophones du 20e siècle. 2021, même, parce que en 2010, c'était encore différent. Oui, ok. Ça va vite. Alors, si je veux parler avec des francophones de mon âge, de 2021 et en avant, alors il faut apprendre comme ils parlent. Ça aussi avec la grammaire, par exemple, j'ai pas appris et je crois que je vais jamais apprendre le passé simple. Non, c'est pas utile. Parce que je vais jamais l'utiliser. C'est plus important d'apprendre les mots d'argot que le passé simple. C'est la même logique un petit peu C'est la même logique, les 1000 mots les plus utiles finalement. Oui, c'est la même logique d'apprendre les mots que les gens avec qui on va parler cette langue parlent. Et si ce sont les mots d'argot, alors pas penser que ce sont des mots d'argot, penser simplement ce sont des mots. Il faut les apprendre. Et oui. C'est un peu, finalement, ça reste juste des synonymes. Il faut juste comprendre que si vous faites des études de langue, on va pas les écrire dans un devoir ou dans un email officiel, quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est des mots vraiment, vraiment utiles. Ouais. Et ça, c'est pas seulement ça, cette idée de on peut pas les écrire dans certains contextes. Ça, c'est pas exclusif aux mots d'argot. Ça, cette logique s'applique à tout en français. Utiliser le vous, utiliser le tu, ça dépend du contexte. Utiliser les mots d'argot, n'utilisez pas, ça dépend du contexte. Ça, dans toutes les langues. Donc on ne doit pas penser mots d'argot, je vais pas les apprendre parce que c'est de l'argot. Non, si les gens les utilisent, alors il faut les apprendre. Oui, parce que c'est comme ça qu'on comprendra de toute façon. Sinon, si on n'apprend pas les mots d'argot, je pense qu'on perd la capacité de compréhension de beaucoup de choses. Et ça se relationne aussi avec la question de la culture. Parce que, par exemple, en français,
vous utilisez beaucoup plus l'argot. Je Ouais. trouve que dans l'argot, dans toutes les langues, on l'utilise, mais par exemple l'inverse, le verlan. Le verlan, ouais, c'est L'inverse, encore autre c'est chose. parler à l'envers, à l'envers. Ça existe aussi par exemple dans l'espagnol argentin, Mhm, mais ils l'utilisent très peu. mhm. C'est quelques fois, mais en français, il y a des mots que 80% des fois on l'utilise en verlan et seulement 20% on les utilise Ouais, normalement. c'est vrai. Donc si la majorité des gens, dans la majorité des situations, les utilisent en version verlan, alors il faut les apprendre comme ça. Mhm. Ouais, c'est vrai. Parce que ça devient un nouveau mot presque, en Ouais. fait. Et c'est les mots les plus ça utilisés. change même un petit peu de sens quand ça devient du verlan, parfois. Ouais. Pour revenir aux méthodes d'apprentissage, c'est vrai qu'au début, en général, quand on apprend une langue, ça commence comme ça et après, on stagne un Plateau, peu. ouais. Ouais. Moi, par exemple, j'avais cette impression-là quand j'ai commencé l'italien. Au début, je me disais, waouh, c'est comme le français, ça ressemble beaucoup, c'est super Et facile. après, Et après, au bout d'un moment, je me disais, j'ai l'impression que j'aurai toujours ce niveau-là. Donc, est-ce que toi, parce qu'en plus, tu n'as jamais vécu en France, jamais. donc comment tu as fait pour avoir un niveau... Qui est pas mal. Bah, quand même. Alors, comment j'ai fait? Ou au moins pour dépasser le plateau. Est-ce Ouais. que ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Ça m'arrive et j'étais dans cette situation-là jusqu'à quand je t'ai dit, parce qu'on avait déjà parlé de faire cette vidéo qu'on est en train de faire maintenant. Et j'ai dit oui, mais si tu veux, j'aimerais bien faire une vidéo en français sur ta chaîne, mais pas maintenant parce que je ne me sens pas à l'auteur. Ouais. Et ça, Il y a plusieurs mois déjà. Plusieurs mois, oui. Et c'est vrai que j'aurais pu rester sur cette... Est-ce qu'on dit plateau aussi? Oui, sur ce... Ou est-ce que les Anglais ont pris ce mot du français, après vous ne l'utilisez pas? À ce niveau peut-être. Oui, Ouais. et j'aurais pu rester à ce niveau-là. Et ça, c'est aussi vrai quand on parle de notre capacité de produire la langue. Parce que même si on peut améliorer notre compréhension en étant exposé à la langue, c'est plus difficile de dépasser le plateau de produire la langue, je trouve. Tu vois, il y a beaucoup de gens, je suis sûr, qui nous regardent maintenant, que peut-être comprennent bien le français, mais n'arrivent presque pas à parler. Ouais, il y a ça, c'est le toujours plateau le plus moment-là, difficile à dépasser. Et j'aurais pu rester, même si je regarde tes vidéos, les vidéos de Hugo, de Inner French et autres vidéos pour natifs. Elle a une vidéo où tu recommandes des youtubeurs francophones. toute une liste de et je suis quelques youtubeurs francophones, même si je pourrais continuer et je continue à regarder toute cette vidéo, je pourrais quand même rester dans ce même niveau de blocage pour parler. quand on parle de ma capacité de produire la langue, de parler, écrire. Et je crois qu'au début, c'est facile. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, comme on a dit. Au début, les mots les plus utilisés, les phrases les plus utilisées, parler avec nous-mêmes. Chaque phrase qu'on dit, on découvre des nouveaux mots qu'on ne connaissait pas. Mais au bout d'un moment, on commence à voir que, ok, il y a beaucoup de choses que je sais déjà dire, mais quand j'entends les natifs, je comprends ce qu'ils disent, mais j'aurais jamais pu le dire de la même façon. Faire cette phrase, arriver à dire ça. Tu vois, ça arrive souvent. J'ai tout compris, mais si moi je devais dire ça, j'aurais pas pu. J'aurais pas su quel mot utiliser. Alors pour dépasser ça, il faut se mettre dans les situations, sortir de son zone de confort. Par exemple, maintenant, cette vidéo, pour moi, c'est ça. On aurait pu attendre des années jusqu'à, je te dis, je suis prêt pour faire la vidéo. Mais finalement, je t'ai dit, elle me dépassait en abonnés. J'ai dit, maintenant c'est le moment parce que beaucoup de gens vont voir. Et quand tu m'as dépassé, j'ai dit, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas seulement ça. C'est parce que, comme j'ai dit, je travaille comme guide touristique et j'ai aussi eu l'opportunité pour faire des tours en français. Du coup, la semaine dernière, j'ai fait mon premier tour en français. Donc, j'ai pensé, alors si je vais déjà... Ça, c'est la situation inconfortable dans laquelle je me suis mis. J'ai décidé, si je vais déjà faire ça, si je vais déjà me concentrer et
devoir apprendre le français, Mhm. pourquoi pas faire aussi la vidéo Ouais. presque plus ou moins en même temps, Mhm. parce que je sais que ça va être 1 semaine, 2 semaines intensives de français. Ouais. Mhm. Et donc, c'est le fait que je me suis mis dans cette situation inconfortable, je dois forcément apprendre bien le français, que j'étais capable de Mhm. dépasser ce Ouais. plateau. Oui, c'est ça. Alors peut-être que pour résumer, en fait, c'est que quand on stagne, il faut se faire une période de vraiment intensif. Et pour faire cette période, la meilleure façon, c'est de se poser, se mettre De se mettre un objectif difficile et inconfortable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes remotivés pour continuer à progresser en français. Si vous voulez continuer sur votre lancée, je vous conseille d'écouter mon podcast French Mornings Podcast où vous pourrez écouter des conversations en français naturel et à vitesse réelle comme celle-ci avec Judith d'Easy French et je vous dis à très bientôt.